l'océan Indien, sous une vague de mort et de destruction. Ce qui se produit est pire que de la science-fiction. C'est comme un gigantesque accident de train. Alors que l'avant de la vague est enrayé dans sa course, le reste de la vague vient s'y empiler et ravage la côte. La catastrophe naturelle la plus dévastatrice des 100 dernières années. Plus d'un quart de million de personnes ont trouvé la mort. Le monde a appris la signification du mot tsunami. Mais sommes-nous prêts à affronter le prochain? Beaucoup de grandes villes sont en ligne de mire. Qui sait sur qui ça va tomber? Rien ne résiste à la puissance de destruction d'un grand tsunami. Mais en comprenant comment les tsunamis naissent, la façon dont ils se déplacent à travers les océans et comment ils infligent de tels ravages, nous serons plus à même de faire face au prochain. Au lendemain du plus terrible tsunami de l'histoire contemporaine, nous allons tenter de découvrir comment nous pouvons nous protéger de ces vagues meurtrières. Nous verrons comment les tremblements de terre, les glissements de terrain sous-marins, les volcans et même les chutes de météorites peuvent tous générer des tsunamis. Les scientifiques ont localisé plusieurs métropoles américaines où des vagues géantes pourraient frapper à n'importe quel moment. Nous évaluerons quelle serait l'efficacité des systèmes d'alerte si les eaux devaient se soulever à nouveau. Et nous verrons à quel point ces défenses furent inutiles sur les côtes indonésiennes de Sumatra le lendemain d'un certain Noël 2004. Il est 7h58. Le soleil darde l'océan Indien de ses premiers rayons. Quand il survient, ce tremblement de terre est le deuxième plus puissant séisme jamais enregistré par un sismographe. Il donne naissance à une série de vagues géantes. Mais dans les minutes qui suivent, les plus cruciales, seules quelques personnes ont conscience de ce qui est sur le point d'arriver. À quelques 12 000 km de là, sur l'île d'Hawaï, Barry Hirschhorn vient de terminer une permanence de 3 jours au centre d'alerte au tsunami du Pacifique. Une minute après la secousse, les ordinateurs chargés de recevoir les signaux sismiques s'affolent. Ce tracé d'apparence anodine est un enregistrement du choc sismique qui a causé la mort de plus d'un quart de million de personnes. Les tremblements de terre dont la magnitude est supérieure à 6 entraînent l'envoi automatique de messages sur les beepers des membres du centre. Barry Hirschhorn nous raconte de quelle façon il a reçu l'alerte à 8h01. Je suis chez moi avec mes 3 chats que je viens de nourrir. Mon beeper sonne, je regarde le message d'alerte et je vois qu'il émane de 2 stations du sud-ouest du Pacifique. Étant donné que ces 2 stations sont éloignées, ce n'est pas un petit séisme, mais je ne connais pas son amplitude exacte. Je prends mon vélo, je me précipite au centre et j'y arrive en 1 minute ou 1 minute 30. En passant la porte, je vois Stuart qui est déjà arrivé à l'écran en train d'étudier les tracés qui nous parviennent. Le professeur Stuart Weinstein travaille aux côtés de Barry Hirschhorn à chaque fois qu'une alerte au tsunami est déclenchée. J'ai vu les ondes sismiques arriver sur nos sismographes de l'ouest de l'Australie. Et celle-là aussi était inquiétante. Peu après, on a obtenu les localisations automatiques. On a localisé le tremblement de terre, puis on a effectué une estimation de son amplitude. Elle indiquait un séisme de magnitude 8. C'est énorme. On était un peu désarçonnés. Les calculs de Barry Hirschhorn lui font penser qu'un tsunami est peut-être déjà en route. Pour repérer les tsunamis, le centre dispose d'un réseau de jauges et de détecteurs de pression à basse profondeur. Mais il ne surveille que l'océan Pacifique.
Dans l'océan Indien, il n'y a aucun détecteur susceptible de fournir des informations. Il fallait faire quelque chose, mais il n'y avait aucune procédure établie, aucune règle, personne à appeler. Nous avons contacté les observatoires et ensuite nous avons émis un bulletin d'information tsunami. Le bulletin prévient les côtes du Pacifique, mais celles de l'océan Indien ne reçoivent aucun avertissement. Dans le Pacifique, nous collectons des données sur le niveau de la mer. Nous avons plus de 100 stations d'information ainsi qu'une centaine de stations sismiques. Dans l'océan Indien, aucune. Barry Hirschhorn ne peut rien faire. C'était frustrant. On ne savait pas comment transmettre nos informations ni ce qui se passait réellement, car en plus du problème de communication, nous n'avions pas suffisamment de données pour dire ce qui se passait. On avançait à l'aveuglette. Pendant que ces scientifiques se démènent pour comprendre ce qui se passe, des milliers de personnes sont en train de mourir de l'autre côté du monde. Les populations les plus proches du séisme voient les premières vagues déferler. Les vagues sont grosses, très grosses, et elles paraissent sans fin. Mais il n'y a pas que leur taille qui les rend si dévastatrices. La singularité de ces vagues provient de la manière dont elles sont créées et de la façon dont elles se déplacent. Il existe une différence fondamentale entre la mécanique des tsunamis et celle des vagues classiques. Les vagues classiques peuvent être d'une incroyable puissance. José Borrero, membre du groupe d'études des tsunamis de l'Université de Californie du Sud et passionné de surf, en sait quelque chose. Une grosse vague qui vous brinque-balle, on ne s'y fait jamais. On a peur à chaque fois. Les vagues normales sont générées par la poussée du vent et l'empilement des couches d'eau supérieures qui créent la houle. À l'approche du rivage, l'avant de la vague ralentit au contact des fonds moins profonds. Le reste de la vague, qui arrive à pleine vitesse, s'amoncelle alors sur cette partie plus lente. Le phénomène est comparable à un paillasson que l'on pousserait contre un mur. Quand l'avant touche le mur, le reste de l'objet se dresse en formant des vagues. La hauteur de la vague dépend de la quantité d'eau qui vient s'amasser. Et cette quantité d'eau dépend de la longueur de la vague, c'est-à-dire de la distance entre la crête d'une vague et la crête de la suivante. Même les plus grands brisants générés par le vent sont très loin d'avoir la puissance du tsunami qui a frappé Sumatra. La distance qui sépare les crêtes de deux lames oscille entre 90 et 180 mètres. Lors d'un tsunami, les crêtes peuvent être à 150 km de distance. En d'autres termes, 150 km d'eau en mouvement viennent sans relâche exercer leur poussée sur l'avant de la vague. L'eau déferle, encore, et encore, et encore. Les immenses quantités d'énergie contenues dans cette eau et qui n'ont nulle commune mesure avec celle des vagues conventionnelles la font s'élever et la propulsent sur la côte. Ce n'est pas une vague qui monte au-dessus de la surface de l'eau, c'est comme si l'océan tout entier s'élevait. De nombreux endroits vivent sous la menace de ce phénomène et des inondations